Bonjour à toutes et à tous, très heureux de vous retrouver ici en direct du Parc des Princes pour la suite de nos conférences, de notre session de conférences ici au Parc des Princes pour parler orientation scolaire, pour parler de votre futur, de your futur. Merci à celles et ceux qui nous regardent en direct ou en replay. Merci à toutes celles et tous ceux qui sont dans la salle. Venez vite, venez, il y a de la place devant, messieurs, dames, allez-y, allez-y, venez devant. Hop, 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 premier rang, premier rang. C'est la meilleure place. Ici, venez, venez, d'une marche assurée, fière et déterminée. Alors, on va parler d'un sujet qui, moi, à titre personnel, me passionne. C'est une thématique que j'aime beaucoup. L'intelligence artificielle, le data et la manière dont tout cela travaille ensemble. Depuis 1 an et demi, il est arrivé dans votre poche. Il vous aide au quotidien. Il vous rédige vos lettres de motivation, vos dossiers sur Parcoursup. Il peut même vous aider à générer des SMS de rupture si besoin pour que ça soit moins brutal. Il s'appelle l'IA ChatGPT, le plus emblématique de ces outils, qui a d'une certaine façon popularisé l'intelligence artificielle et donné le sentiment que ça n'existait pas. Alors que ce qui est passionnant et ce qu'on va voir avec nos interlocuteurs du jour, c'est que, ça existe depuis très longtemps, c'est très utilisé, mais c'est en train de se développer auprès du grand public pour parler de ce sujet passionnant de l'intelligence artificielle qui peut nous faire tenir des heures et des heures. Et on va même se demander si ChatGPT va pas tous nous remplacer un jour. On a le plaisir d'accueillir Nicolas Lopez. Bonjour. Bonjour. Vous êtes, vous avez un magister de physique fondamentale. Vous êtes surtout le fondateur d'Enesia, enseignant également, et vous allez nous parler de cette thématique. Et puis, à côté de vous, nous sommes avec Jérémy Pilves. Bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous, responsable pédagogique à Enesia. En quelques mots pour commencer, avant de parler intelligence artificielle, Nicolas Lopez, vous qui avez fondé Enesia, est-ce que vous pouvez nous en parler, nous expliquer ce qu'on y fait concrètement? Alors, Enesia est une école d'intelligence artificielle. La problématique au départ qui se posait, c'était de pouvoir démocratiser un petit peu l'intelligence artificielle à différents métiers, comme la comptabilité, le droit, la médecine. Et en créant cette école, on a voulu créer des formations qui permettent à nos élèves d'appliquer l'intelligence artificielle à des secteurs assez spécialisés. On a commencé avec notre partenariat avec le groupe d'école NOS, qui est devenu le groupe Miromeni l'éducation. Et nous avons enseigné l'intelligence artificielle aux experts comptables, commissaires aux comptes et également aux élèves en comptabilité. Donc, fort de ce succès, nous avons créé un bachelor puis un master. Et dans ces formations, on enseigne à la fois l'IA générale et ensuite, avec des spécialités, on arrive à orienter les étudiants dans des domaines qui les intéressent un petit peu plus. La comptabilité, certes, par exemple, mais également le droit, la médecine, les biotechnologies, etc. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer, derrière ces buzzwords, data, IA, quand vous dites par exemple on enseigne l'IA, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Qu'est-ce que ça veut dire enseigner l'IA? Alors, c'est une excellente question. En fait, l'intelligence artificielle, c'est un terme générique qui n'a pas véritablement de contenance en soi. On va dire que l'IA est composée d'informatique, certes, de programmation, mais surtout de machine learning, de deep learning, c'est-à-dire, en gros, la capacité qu'a une machine à apprendre à partir d'une base de données. Donc, c'est ce que l'on enseigne. On remarque également que beaucoup de nos étudiants sont passionnés par l'intelligence artificielle, mais n'avaient pas à la base d'affinité particulière avec l'informatique. Donc, on a pris la décision, nous, dans nos formations, de reprendre systématiquement à zéro donc les notions d'informatique pour ensuite les développer et atteindre effectivement ce qu'on appelle la partie machine learning et la partie deep learning. Ça correspond à quoi, Jérémy, concrètement, comme cours? Qu'est-ce qu'on fait demain? C'est quoi ton prénom? Brewen? Demain, Brewen, il décide d'intégrer la première année. Qu'est-ce qu'il va faire concrètement quand il va arriver comme cours? Alors, on a quand même une partie tronc commun général sur ces 3 années ou 5 années, si vous allez jusqu'au bac+5, pour vous maintenir au moins sur l'environnement entreprise, voilà, ce qu'est le marketing, la communication, le droit, la compta, la gestion. Tout cet environnement reste quand même un fil conducteur. Et ensuite, vous allez avoir donc la partie technique qui, elle, va être beaucoup de programmation. Donc, on va, comme le disait Nicolas, reprendre à partir de zéro la programmation. Même si vous en avez déjà fait, ça peut
de toute façon servir parce que ça dépend des méthodes d'apprentissage et puis de voir un peu les points qui peuvent être le plus intéressants. Donc on va avoir du Python, SQL, C, C++, donc voilà, il y a plusieurs langages de programmation. On va avoir la partie visualisation avec par exemple Power BI, Tableau, qui peuvent être voilà, pour les plus connus. On va reprendre des mathématiques, alors statistiques, proba principalement. On va avoir un peu de cybersécurité parce que qui dit traitement de données dit sécuriser ces données. Donc voilà, c'est pas la cybersécurité à proprement parler pour en faire un métier, mais c'est important de savoir comment ça se passe et comment protéger vos données. Tout ce qui va être cloud, tout ce qui va être lié du coup au stockage aujourd'hui de la donnée. Donc c'est vraiment un environnement complet. Vous n'avez pas juste la donnée telle qu'elle, c'est tout comment est-ce qu'on va aller la collecter, la traiter, l'exploiter. Donc c'est vraiment un process assez complet et passionnant parce que du coup vous êtes vraiment amené à avoir une interaction au-delà d'être sur votre ordi toute la journée avec le client pour savoir justement comment est-ce que je peux collecter cette donnée, la traiter, l'analyser et à qui je dois la fournir. Nicolas, la conférence s'appelle Pourquoi faire de la data et de l'IA. Quand on entend et quand on pense à ces thématiques, on peut se dire, je ne sais pas si c'est le cas de certains dans la salle, ça a l'air quand même très compliqué, très technique. Voilà, c'est des choses, faut être un cador, faut vraiment être un dieu en maths pour réussir à faire ça. Pourtant, en fait, c'est des professions qui sont assez accessibles. Absolument, c'est une bonne question que vous posez. On a toujours l'impression que quand on parle d'intelligence artificielle, c'est le futur, c'est difficile, c'est des mathématiques, de la programmation au niveau. Et en réalité, nous, on s'est aperçu en faisant des formations continues à des professions qui n'avaient aucune affinité, par exemple, avec l'informatique. En l'espace de quelques heures, ils ont acquis des compétences absolument époustouflantes. On le voit avec, certes, des comptables ou des commissaires aux comptes, mais également avec des étudiants qui, après une quarantaine d'heures de formation, étaient capables déjà de faire leur propre programme d'intelligence artificielle. Donc c'est vrai que c'est un mythe. Bon, il ne faut pas y aller en disant que voilà, c'est gagné d'avance. Mais en l'espace de relativement peu d'heures, on peut quand même arriver à faire des choses vraiment très intéressantes. Donc, a fortiori, après une formation de niveau bachelor ou master, on a quand même fait un vrai tour de ce qu'est l'intelligence artificielle aujourd'hui. Dans quel univers professionnels on peut évoluer? On recrute ces profils un peu partout. La conférence juste avant, on parlait de la banque et des métiers de la banque, mais avec un focus sur l'informatique, qui recrute beaucoup. Quand on a un background, quand on a comme ça développé des compétences en data et en IA, on peut travailler où? Ben, en fait, aujourd'hui, j'ai l'impression qu'il y a plus aucune profession qui ne soit pas impactée par l'intelligence artificielle. Même l'IA appliquée en fait, à la médecine ou au droit devient une véritable discipline. Par exemple, dans le droit, on fait de la justice spéculative maintenant. Donc, j'ai l'impression qu'aujourd'hui, les professions qui n'auront pas fait un minimum d'IA ne seront plus aptes à évoluer véritablement dans leur domaine. Il faut savoir que, par exemple, il y a énormément de tâches qui peuvent être automatisées. Certaines professions qui étaient dites plus littéraires semblaient être vraiment pas touchées par l'IA, et on voit que même le droit est directement impacté par l'intelligence artificielle, dans la mesure où, par exemple, l'intelligence artificielle est capable de donner des bases de données qu'aucun avocat n'est capable de se rappeler. Donc l'intelligence artificielle permet de traiter des dossiers qui sont extrêmement exhaustifs et qu'aucun humain ne serait capable de traiter. Donc toutes les professions sont touchées. Jérémy, ça ressemble à quoi les méthodes pédagogiques d'Enesia? Comment on fait? C'est vrai que pour l'instant, les lycéennes, les lycéens, ils sont habitués à un rythme assez traditionnel. On va en cours, on fait des exercices, on s'endort, on se réveille, on s'ennuie. Comment vous formez et quelle méthode pédagogique vous utilisez? Alors déjà, on a beaucoup de cas d'application. Alors il y a une partie théorie qui est indispensable pour apprendre la programmation, par exemple. Maintenant, c'est de vraiment mettre en cas d'application derrière, bêtement parce que voilà, une fois passé la théorie, il va falloir pratiquer pour après dans vos futurs métiers. C'est ce qu'on va vous demander. Donc c'est vraiment d'avoir des cas d'application qui permettent déjà une interaction et puis de pouvoir échanger. On apprend aussi en se trompant. Donc c'est l'intérêt de pouvoir échanger après avec l'enseignant, de voilà pourquoi je me suis trompé, comment je peux m'améliorer, etc. D'avoir une plus grande flexibilité. Aujourd'hui, on est sur des cas d'application avec des projets sur l'année.
L'avantage de ce projet-là, c'est qu'on vous laisse le choix de le choisir. Si vous avez un projet même personnel sur lequel ça peut s'appliquer, on part du principe que vous serez encore plus volontaire justement pour participer et avoir un projet qui vous tient à cœur. Si vous n'en avez pas, c'est pas grave. On vous propose de nous des cas d'application basés en fait sur des données d'entreprise qui le mettent à disposition justement pour que les étudiants puissent s'entraîner et éventuellement, si voilà, il y a un petit prodige, ça pourrait leur servir. Donc ils le font avec plaisir. Et là, du coup, vous pouvez avoir accès à des données de Total, de Orange, vraiment de toutes les structures en fonction de vos affinités, si vous voulez plus vous orienter sur un secteur ou un autre. Nicolas, concrètement, à quoi ça ressemble les métiers autour de l'intelligence artificielle? On fait quoi? Est-ce qu'on code? Est-ce qu'on est sur des fichiers Excel? C'est quoi le quotidien de quelqu'un qui travaille dans la data ou dans l'IA? Alors, ça dépend du sujet. Je vais prendre un cas très concret. Par exemple, si on étudie des bases de données en médecine, eh bien, l'idée de l'intelligence artificielle, c'est de découvrir ce qu'on appelle des patterns, par exemple, hein, essayer de comprendre qu'est-ce qui fait qu'une maladie peut apparaître, hein, comment on peut la traiter, en utilisant quelle interaction médicamenteuse. En fait, l'intelligence artificielle, dans le secteur de la médecine, par exemple, c'est tout simplement prendre des bases de données de patients, par exemple, et de réaliser un logiciel qui va nous permettre de comprendre des patterns, c'est-à-dire grosso modo, des images récurrentes qui apparaissent, et grâce à ça, essayer de traiter des maladies, détecter des maladies rares. Voilà, donc ça dépend en fait du secteur. Si vous êtes dans le droit, eh bien, voilà, les bases de données, ça sera plus des textes de loi, ça sera des procédures, voire de la jurisprudence. Donc voilà, c'est l'étude essentiellement de bases de données pour la découverte d'images récurrentes. Ou autre exemple, j'en profite, les recommandations par exemple que vous pouvez retrouver sur tous les sites internet aujourd'hui. Quand vous achetez un bouquin, il va vous en proposer 3 autres. Ça, c'est tiré justement de la data analyse, c'est-à-dire qu'ils ont collecté le schéma et les process de vente de tout le monde. On sait que voilà, il y a des milliers et des milliers de personnes qui, à chaque fois qui achètent un bouquin, ont acheté les 2 autres qui vont avec derrière. Ben, on va vous proposer automatiquement d'acheter tout de suite les 2 autres qui vont avec derrière, en fait. Et ça, c'est l'analyse, et ils en ont tiré justement des concepts et un process de vente. Et donc, ils vont pouvoir mettre en avant et donc augmenter leur vente grâce à ça. Et ça, c'est fascinant, parce que j'ai moi-même fait des études dans l'intelligence artificielle et la data. Et moi, ce qui m'avait fasciné sur cette question des ventes, c'était les clusters qu'on arrive à faire. C'est-à-dire que c'est très graphique et qu'on voit des produits. Et en fait, ça se voit, des produits, c'est des points, ça représente des points sur un graphique. Et on voit les points qui sont proches ou qui sont éloignés. Et c'est comme ça qu'on fait ces catégorisations. Puis on peut descendre du niveau monde jusqu'au petit magasin du coin de la rue, de savoir exactement qui a acheté quoi, comment, pourquoi, et d'utiliser cette donnée pour s'améliorer sur tout un tas de sujets, que ce soit la vente, l'optimisation des coûts, la distribution. Donc c'est vrai que ça touche vraiment toutes les thématiques d'une entreprise. Donc c'est assez intéressant. Et il y a une anecdote assez rigolote, alors je sais pas si elle est inventée ou si elle est vraie, on va partir du principe que c'est vrai. C'est une jeune femme qui s'est mise un jour à recevoir énormément de publicité autour de la grossesse, des vêtements de grossesse, des choses comme ça, alors qu'elle pensait pas qu'elle était enceinte. Et en fait, ce sont les outils prédictifs qui, voyant certaines recherches qu'elle pouvait faire sur des symptômes qu'elle avait, des choses, etc., et ben, ils se sont dit, tiens, elle fait partie du pattern de femme enceinte, donc on va lui proposer des pubs. Elle a découvert après, par la suite, qu'elle était enceinte. Nicolas, une question, parce que je sais, alors j'ose même plus poser la question de qu'est-ce qui vous motive aujourd'hui à chercher un métier, parce que je m'attendais naïvement à ce que les petits jeunes disent oui, on veut un métier qui a du sens, etc. Depuis hier, on me parle beaucoup d'argent, on veut un bon salaire, on veut bien vivre, ce qui est très important aussi, mais naïvement, on dit dans les médias que les jeunes, ils sont très intéressés par les causes. Et en fait, le premier point, ça reste quand même l'argent, même si les causes arrivent aussi. Alors justement, est-ce qu'on gagne bien sa vie quand on fait de la data et de l'IA? Et la réponse est oui, mais comment et à combien on gagne bien sa vie? Alors, ça, c'est une question très très large. Ça dépend dans quel secteur. Encore une fois, ça dépend si vous faites de la comptabilité, du droit ou de la médecine. Ça dépend si vous faites de la finance, mais effectivement, ça peut aller de salaires qui vont de 30 000 euros annuels à 180 000 euros annuels. Donc Sympa. voilà. Ça fait combien, 190 divisé par 12 dans la salle? C'est beaucoup. En plus, on est aussi beaucoup sur enfin, flexwork après. J'ai un partenaire là par exemple qui développe beaucoup aux États-Unis là pour les prochaines années. Donc il cherche beaucoup de data engineers, donc bac+5.
ils sortent là en sortie d'école, donc premier job à 50 000 à l'année, en full remote, c'est-à-dire qu'ils travaillent de chez eux, donc ils peuvent très bien bosser en France alors qu'ils bossent pour les États-Unis. On a aussi le prompt engineering, donc là qui est très lié à l'utilisation par exemple de ChatGPT. On a des salaires aux États-Unis à 300-350 000 dollars, ce qui du coup peut vraiment exploser avec un profil. Enfin, il y en a qui sortis d'études à 26 ans. Donc, c'est des très belles rémunérations et c'est surtout des métiers d'avenir. Alors, est-ce que vous avez la modalité, Jérémy, de l'alternance au sein d'Enesia? À partir de quelle année? Comment ça fonctionne et comment vous aidez les jeunes à trouver une opportunité? Alors du coup, on ouvre l'alternance à partir de la 3e année. On considère que les 2 premières années en initiale, c'est vraiment de pouvoir vous former. Euh, Ça, c'est aussi c'est notre souhait, mais c'est aussi le souhait des entreprises parce qu'aujourd'hui, en première année, ils le recherchent très peu et c'est très difficile d'en trouver parce que C'est vous n'êtes pas important ce que vous formé. dites parce qu'il y a beaucoup d'écoles qui vendent du rêve sur l'alternance post-bac, etc. Et donc des jeunes qui s'inscrivent en pensant qu'ils trouveront. Quand on sort du bac, c'est difficile de trouver une alternance. Il faut quand même des compétences qu'on acquiert en formation initiale. Bah, surtout sur ces métiers-là qui sont quand même assez techniques. Aujourd'hui, si vous avez déjà pas la conception de ce qu'est une base de données, de choses comme ça, pour eux, ça va pas être utile, vous n'allez pas être opérationnel. Donc l'effet de pervers en fait de ça, c'est que vous allez être dégoûté du métier en disant bah au final ils me font pas faire ce qu'on m'a vendu, c'est-à-dire la data, l'IA, ChatGPT, c'est formidable et en fait ils vont vous faire des tâches, je sais pas, faire les photocopies ou les cafés, hein, comme on dit vulgairement, mais ils vont pas vous mettre sur la partie vraiment opérationnelle. Donc vous allez être dégoûté très rapidement. Eux, ça n'a pas vraiment d'intérêt parce que vous n'allez pas être opérationnel sur ces métiers-là et pas apprendre, donc ça perd son sens. Donc c'est pour ça que nous, on le fait à partir de la 3e année. Donc bac+3, bac+4, bac+5, vous pouvez le faire en alternance. Là, c'est des postes déjà où ils recrutent énormément. C'est des postes qui peuvent aussi être avec un CDI à l'embauche, enfin à la fin de vos études, parce que vous avez fait une alternance de 2 ans, 3 ans chez eux. Ils vous ont formé, ils ont passé du temps. Donc pourquoi vous laisser partir alors qu'ils peuvent vous proposer un poste en interne? Et là, vous pouvez avoir énormément d'offres aujourd'hui sur un Welcome to the Jungle, LinkedIn, enfin voilà, les plus grosses plateformes. On tourne à 4-5 000 offres d'emploi ou de alternance sur cette partie data analyst, data engineer, data scientist. Après, voilà, il y a différents curseurs et en fonction des entreprises, vous allez voir plus de la start-up ou des grosses structures. Attention aussi, c'est important, c'est qu'il y a beaucoup d'entreprises qui, avec la mouvance, veulent se mettre à la data, à l'IA parce que c'est génial, c'est formidable, mais qui n'en font pas. Et le rôle de l'alternance, c'est quand même 50% du temps, vous êtes formé par l'école, 50% du temps, vous êtes formé par l'entreprise. Si vous prenez des entreprises qui veulent s'y mettre, mais qui n'ont pas de service dédié, il n'y a personne qui est formé à l'intérieur, bah, vous n'allez pas faire de data et d'IA. Donc c'est important d'être vigilant sur cet aspect-là, parce qu'aujourd'hui, on le voit partout, ils veulent tous s'y mettre, sauf qu'en fait, il n'y en a pas beaucoup qui l'ont. Et aujourd'hui, on est soit sur des grosses structures, soit sur des startups, parce que vraiment, voilà, c'est des ingénieurs de la tech qui ont lancé leur structure. Donc ils sont petits, mais ils ont la compétence. Donc voilà, il faut être vigilant là-dessus. Donc il faut bien regarder. Est-ce qu'on a des questions dans la salle sur ces thématiques? Ah, on en a plein. Alors j'arrive tout de suite. Hop, est-ce que vous pouvez passer le micro jusqu'à la... Ouais, bonjour. Bonjour. C'est quoi la différence entre data et métavers? Alors, Plutôt l'expert. en fait, le métavers, c'est dans la data, d'accord. Ouais. Si tu peux développer la question. C'est quoi les acronymes de data? Alors, c'est pas un acronyme, en fait, ça veut dire données, en fait. Quand on parle de data science, ça veut dire science des données, c'est-à-dire que c'est au sens mathématique, c'est-à-dire c'est la gestion complexe des données, c'est-à-dire que lorsque tu passes un cap de données à traiter, eh bien, mathématiquement, c'est plus du tout la même façon de gérer une grande quantité de données qu'une petite quantité de données. Et les D'accord. métavers, c'est une façon justement de gérer ces données d'une certaine façon, au sens très large. Ok. Et où peut aller l'IA? Pardon? Où peut-elle aller l'IA? Quel est l'avenir de l'IA? Alors, ça, c'est une question plus philosophique. Pour l'avenir de tout le monde. Euh, Après, ça va être un peu plus le quantique, c'est qu'on va aller encore beaucoup plus vite. Aujourd'hui, c'est là où on est limité. Donc, alors, honnêtement, aujourd'hui,
c'est impossible de savoir vers où l'intelligence artificielle va aller, mais les pistes et l'espoir personnel que j'ai, c'est surtout que l'intelligence artificielle nous aide à guérir les maladies, nous aide dans la gestion du quotidien, dans le droit, dans la médecine. On peut imaginer qu'un jour, effectivement, on arrive à guérir de maladies graves comme le cancer, par exemple, ou la maladie d'Alzheimer, grâce à des patterns, tout à l'heure que je parlais de ça, que l'on pourrait localiser grâce à des intelligences artificielles, comprendre d'où viennent les mécanismes de certaines maladies. Donc moi, je vois l'intelligence artificielle comme ça. Il faut faire très attention aussi à ce qu'elle n'envahisse pas notre quotidien. Mais c'est très difficile de dresser un topo de ce que peut être l'intelligence artificielle dans 10 ans, 15 ans, 20 ans, quoi. Mais est-ce qu'on n'a pas un risque aussi que l'intelligence artificielle crée de l'intelligence artificielle, c'est-à-dire qu'au bout d'un moment, on n'ait plus besoin d'ingénieurs, de développeurs, de spécialistes de l'intelligence artificielle? Oui, c'est une très bonne question. Je pense que ça peut arriver, effectivement. Donc, c'est plus de philosophique, là. Là, on est dans la spéculation. Pour l'instant, c'est pas le cas. Bien que dans des domaines comme l'ingénierie de pointe, par exemple, la fabrication de turboréacteurs ou la fabrication de moteurs ioniques, aujourd'hui, on utilise de plus en plus l'intelligence artificielle sur des concepts qui étaient réservés à des ingénieurs jusqu'à présent. Donc, on peut imaginer qu'à terme, elle remplace même les ingénieurs. Bon, je pense que les ingénieurs auront toujours leur place, de la même façon que les médecins, les juristes, mais il faudra s'adapter à l'intelligence artificielle. Ouais, et un point peut-être même en plus, c'est qu'aujourd'hui, il y a 2 étapes, et c'est vrai que nous, on a deux filières pour ça. C'est qu'il y a la partie expert, donc celui qui va concevoir l'IA, et il y a la partie utilisateur. C'est un peu comme voilà, la révolution industrielle. Il y a celui qui conçoit la machine, qui va remplacer l'ouvrier. Maintenant, il y a celui qui va assurer la maintenance. Et il va falloir se former de toute façon aujourd'hui pour pouvoir l'utiliser parce qu'elle va prendre voilà, une partie importante dans beaucoup de métiers. Est-ce qu'il y a des cours, j'y pense, mais autour des notions d'éthique, se questionner sur les valeurs, puisqu'aujourd'hui l'intelligence artificielle est plusieurs choses. Déjà, la première chose, c'est que en fonction de la personne qui code une intelligence artificielle, il peut y avoir des biais. Il y avait un test, par exemple, qui a été fait pendant un temps sur Twitter, qui avait un outil de reconnaissance faciale sur les photos. Donc, quand il y avait une photo assez grande, il faisait en sorte de mettre la tête sur la photo. Et il y a des gens qui se sont rendus compte que quand on mettait Donald Trump et Barack Obama, et ben c'était Donald Trump systématiquement, quelle que soit la manière dont on faisait qui était mis. Donc on s'est dit, bah tiens, en fait, le dataset sur lequel on a entraîné la machine, c'était un dataset d'hommes blancs. On n'a pas pensé à mettre des personnes asiatiques, des personnes d'autres origines. Donc voilà. Et j'ai perdu le fil parce que j'ai raconté cette anecdote. Ouais, il y a eu mais ça déjà, avec voilà. les Ouais. recrutements aussi. Sur les recrutements, ouais. Ils ont fait Les la même biais qu'il peut y chose. avoir. Donc comment vous envisagez un peu ces enjeux d'éthique au sein de l'école? Bah déjà, c'est important qu'il y ait une prise de conscience. Et justement, c'est aussi là où, même pour le profil utilisateur, on leur fait comprendre la conception générale d'une IA, comment elle fonctionne, comment elle apprend, pourquoi. Et ça, c'est important de savoir justement, parce que comment elle va être paramétrée, ça va donner ce qu'elle va pouvoir donner plus tard. Et c'est important justement que les étudiants puissent comprendre que c'est un enjeu fort demain. L'éthique, c'est quand même, on en parle de plus en plus. Le paramétrage va jouer énormément sur une IA. Et c'est là où il faut pouvoir la contrôler, il ne faut pas qu'elle parte à la dérive comme elle a décidé. Et l'apprentissage de la machine, bah, c'est comme vous quand voilà, on vous forme sur un sujet. Si on vous forme déjà avec un biais et qu'on vous masque la moitié du sujet, bah, l'IA c'est pareil. C'est que si on lui donne pas tous les paramètres, bah, elle va être formée comme nous on veut la former. Donc elle peut donner des résultats un petit peu aléatoires. Et c'est le danger. Alors on avait une question dans la salle. Ouais, vas-y, on vous écoute. Bonjour. Petite question. D'après Pôle emploi.org, 80% des métiers en 2030 n'existent pas aujourd'hui. Est-ce qu'il n'y a pas un risque que 99% de ces métiers-là, à moyen terme, soient tenus par l'IA et donc qu'on finisse tous au revenu universel? Et la deuxième question, c'est j'ai vu cette semaine, en fait, sur Europe 1, ils ont dit qu'une intelligence artificielle et un robot, pardon, a remplacé un médecin dans le diagnostic, la consultation, donc, et l'intervention même chirurgicale. Du coup, est-ce que là, c'est pas un peu game over à moyen terme? Mais voilà. Alors, merci pour votre question. Et effectivement, ce sont des questions qui se posent. Vous parliez de 80% des métiers d'ici 2030, voilà, n'existent pas. Voilà. En fait, je pense que même 80% des métiers vont être impactés par l'intelligence artificielle.
c'est très difficile aujourd'hui de savoir quel avenir prépare l'intelligence artificielle à ces métiers. Mais c'est vrai que ce sont des interrogations à se faire d'un point de vue économique, mais également, comme vous le disiez tout à l'heure, politique. Vous parliez du RSA, par exemple. Le revenu universel, pardon. Mais c'est vrai, absolument, c'est une vraie question politique à se poser, puisque si un jour l'intelligence artificielle pénètre tous les secteurs et qu'elle remplace une grosse partie des professions, dans ce cas-là, quelle place nous reste-t-il? Ouais, absolument. Non, c'est vrai que ce sont de vraies questions politiques, sociétales à se poser. Mais je pense que l'une des réponses que je peux vous apporter à tous, que vous fassiez des études dans ce sujet ou pas, mais informez-vous de ces secteurs, apprenez, essayez de faire votre propre culture, hein, de manière à ne pas être submergé par l'IA à un temps donné, donc à un temps voulu, quoi. Donc faites très attention de ce côté-là, lisez, cultivez-vous. C'est très important d'un point de vue citoyen, finalement. Alors, il me reste 2 questions. J'en ai d'abord une dans le fond, et puis après, ça sera vous, monsieur. Mais je commence dans le fond, comme il avait levé la main un peu plus tôt. Et puis après, ça sera vous, on aura terminé. On t'écoute. Alors, bonjour. Alors, j'avais 2 questions pareilles. Vous aviez parlé des limites par rapport au quantique et aussi avec le souci de la maintenance qui va se poser parce que les gens ne sont pas assez formés. Qu'est-ce que vous pourriez me dire par rapport à ça? Alors, le quantique, on en parle beaucoup, mais ça n'est pas aujourd'hui voilà, technologiquement viable. Alors, il y a beaucoup d'espoir dans le quantique, hein. Effectivement, si un jour on arrive à maîtriser des technologies quantiques, on va pouvoir traiter beaucoup plus d'informations, des milliards de fois plus d'informations. C'est vrai qu'en temps voulu, là aussi, le problème se posera, mais pour l'instant, la technologie n'est pas au point pour maîtriser le quantique. Les ordinateurs quantiques, ça n'existe pas. Et ce qu'on appelle les qubits, donc les intrications quantiques, hein, on ne sait pas les exploiter. On sait créer des intrications, donc je pense que ça doit vous parler. On sait créer des qubits, mais on ne sait pas en fait en retirer de l'information, comme on le ferait sur un ordinateur classique. Donc pour l'instant, la technologie quantique ne se pose pas en termes de problématiques sociétales ou citoyennes, par exemple, hein, si c'était à ça que vous songiez. La vraie problématique aujourd'hui est beaucoup plus autour de l'intelligence artificielle, puisque là, nous avons les technologies. Là, effectivement, il y a une phase d'accélération. Là, tous les secteurs commencent à être percutés. Et c'est vrai que le sujet de la formation se pose, hein, à la fois au niveau du collège, du lycée et des universités. Et c'est pour ça que moi, je milite en faveur d'une formation généraliste, hein, à tous les niveaux, c'est-à-dire que vous fassiez de la finance, que vous fassiez du droit, que vous fassiez de la médecine, du marketing. Il est important que les pouvoirs publics prennent conscience du fait qu'il faut former. Il faut former à l'intelligence artificielle, quoi que vous fassiez, quels que soient vos pôles d'intérêt. La dernière question, monsieur, on vous écoute. Oui, bonjour. La data et l'IA sont des thèmes porteurs. Vous l'avez dit tout à l'heure, tout le monde un peu veut s'y mettre. On voit des cursus et des formations fleurir dans les écoles d'ingénieurs, les universités, les écoles privées, même les écoles de commerce, les business schools. Donc, comment un peu distinguer et faire le trait entre toutes les différentes formations? Alors, Excellente question. c'est une très bonne question. Aujourd'hui, c'est surtout le volume horaire déjà. C'est le premier point, je pense, à regarder. C'est que, comme vous le dites, toutes les écoles d'ingé, commerce, etc. le mettent. Mais leur cœur de métier, c'est pas la data et l'IA. Ils font de l'ingé, ils font du commerce. Donc, ils vont vous mettre un module, peut-être de 30 heures. Ce qui est quand même franchement léger. Quand on veut être data analyst ou data engineer, c'est que si c'est juste de la culturation et de la compréhension générale, 30 heures, c'est très bien. Maintenant, si vous voulez être expert dans le domaine, c'est pas suffisant. Vous pouvez pas être expert avec 30 heures par an. Nous, pour vous donner un peu un ordre d'idée, donc nous, on est spécialisé sur la data et l'IA. On est autour de 350, 400 heures à l'année. Donc, par rapport à un 30 heures, forcément, on va beaucoup plus loin, beaucoup plus vite.
Donc, il n'y a pas de bien ou pas bien, c'est que ça dépend ce qu'on veut en faire. Si on veut être spécialisé dans la data et l'IA pour être data analyst ou même gestionnaire de projets autour de ces métiers data IA appliqués à différents cursus, bah là, il va falloir vraiment se spécialiser. Donc, il faut un cursus complet en data IA, donc plus ce que nous, on propose. Si vous voulez être ingénieur, mais avoir une compréhension générale de ce que va impacter, enfin, comment va impacter l'IA et la data dans vos métiers, 30 heures, ça peut suffire, parce que c'est juste une compréhension. Vous n'allez pas l'appliquer demain. Donc ça va être beaucoup sur ça. Et après, bah, c'est le corps enseignant aussi qui va jouer. C'est qu'aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de spécialistes en data et en IA. Il y en a beaucoup qui s'improvisent un petit peu dans le sens où, bah oui, ils ont appris comme ça, à droite, à gauche, avec les informations qui émergent, ou alors ils ont essayé ChatGPT comme ça. Il y en a qui ont vraiment fait un métier. Enfin, comme le disait du coup Guillaume tout à l'heure, ça existe quand même depuis quelques années, la data et l'IA. Ça se base sur beaucoup de maths et de physique. Bon, bah, il y en a qui travaillent dessus depuis 20, 30 ans. Donc voilà, il y a quelques experts et c'est important de regarder voilà, le volume et les profs. Merci Et beaucoup en un mot. Ouais. Je me permets de rebondir aussi sur la question de monsieur, qui est une très bonne question. Méfiez-vous également de certaines écoles qui disent qu'elles forment à l'IA alors qu'elles présentent certaines applications de logiciels no-code, c'est-à-dire sans rentrer dans le code, sans rentrer véritablement dans la compréhension des programmes. Et ils disent faire de l'IA et en réalité, ils ne font pas d'IA. Ils utilisent des plateformes comme ChatGPT. Elles apprennent à leurs étudiants comment utiliser ces plateformes alors que vous pouvez très bien les utiliser vous-même. Et ça suffit dans leur plaquette à dire que finalement, ils font de l'IA. En réalité, l'IA, l'intelligence artificielle, c'est quand vous rentrez véritablement, si vous voulez vraiment être un expert d'intelligence artificielle, il faut rentrer un minimum dans le code, hein. Il faut utiliser, il faut que vous-même, on vous apprenne à programmer. Voilà, on ne se contente pas d'utiliser quelques logiciels ou des plateformes d'outils no-code. Et ce qui est très important, très intéressant, c'est aussi de se rendre sur les campus, de rencontrer, de voir comment c'est fait, puisqu'effectivement, parfois, il y a des écoles qui vendent du rêve. Vous en voyez passer parfois des publicités sur les réseaux sociaux, mais la réalité, elle est bien différente. Merci à tous d'être venus, merci à tous les deux. Je sais qu'il y a encore des questions, n'hésitez pas, je suis sûr qu'ils vont pouvoir se rendre disponibles encore quelques minutes pour échanger, puis surtout, n'hésitez pas à passer au stand. Au stand, au deuxième étage. Au deuxième étage, vous pouvez y aller directement, vous serez accueillis pour les équipes. Merci à tous les deux, merci à vous d'avoir suivi en direct sur un. À très bientôt, au revoir.